Bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlons-en, cette émission hebdomadaire où on traite de l'actualité. Quatre sujets cette semaine. Valérie Pécresse a-t-elle été à la hauteur de l'événement? Insulte sur une plaignante, doit-on faire le ménage dans la police? Défection chez les RN, Zemmour est-il le nouveau leader de l'extrême droite? Et pour finir, Taubira Hidalgo, lâchée par leurs proches, doivent-elles abandonner? Autour de la table, trois co-débatteurs. Je commencerai par Christelle Esclangon. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Vous êtes conseillère municipale Modem à Villejuif et vous êtes aussi professeur des écoles. Je dois aussi dire que vous êtes membre des Femmes démocrates et présidée par Bouchra Sirsalan, que l'on salue. Bienvenue à vous. Merci. De l'autre côté du plateau, nous avons Alexandre Guillemot. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes conseiller municipal à Nanterre et conseiller territorial de Paris-Ouest La Défense. Et vous êtes également président d'Aimé Nanterre. Tout à fait. Bienvenue à vous. Bienvenue à tous. Ahmed Edaraz, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes candidat aux élections législatives sur la 9e circonscription des Français de l'étranger. C'est l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, donc le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Et le Mali. Et le Mali, y compris le Mali, puisqu'il Bon. fait partie de l'Afrique de l'Ouest. Il y a du travail. Il y a beaucoup de sujets. Et d'ailleurs, là, aujourd'hui, je pense qu'on peut tous collectivement avoir une pensée d'abord pour les militaires, mais pour les militaires qui sont morts sur ce théâtre d'opération, parce que je pense que c'est à eux que l'on doit rendre hommage d'abord et avant tout, à eux, à leurs enfants, à leurs familles. C'est envers eux, en tout cas, que je pense beaucoup ces derniers jours, depuis que l'annonce officielle a été faite. En effet. Vous êtes également membre de La République En Marche. Et pour l'histoire, vous faites partie des premiers. Alors, premier de cordée? Premier de cordée, évidemment. Moi, je n'ai pas de problème avec ce terme-là. Oui, je fais partie des premiers, je fais partie des adhérents fondateurs de La République En Marche. Et moi, je vais vous dire, je suis très fier d'appartenir à ce mouvement. Très, très fier, parce qu'il a su s'implanter à un laps de temps vraiment inégalé dans le paysage politique. Très bien. Sur le premier sujet, Valérie Pécresse, avant de débattre, je vous propose de regarder la vidéo. En attendant de savoir si Valérie Pécresse a convaincu, on écoute notre envoyée spéciale Karina Chabour qui a suivi pour nous ce discours. Pour ce premier grand meeting depuis sa désignation à l'issue du Congrès des Républicains en décembre dernier, Valérie Pécresse a présenté sa vision de la France, une vision libérale sur les questions économiques traditionnelles, sur la question des valeurs, et elle a défendu une ligne ferme sur les questions identitaires et migratoires. Elle a tenté de se démarquer d'Emmanuel Macron, président qu'elle qualifie du paraître, là où elle se présente comme la candidate du faire. Dans le public, les avis sont partagés. Certains estiment qu'elle a fendu l'armure, que les valeurs du gaullisme sont de retour en France. D'autres, au contraire, estiment qu'elle n'est décidément pas à l'aise dans cet exercice et que ses idées, parfois, ne sont pas suffisamment à droite, trop proches d'Emmanuel Macron. Alors, après une semaine marquée par de nouvelles défections et par les hésitations de Nicolas Sarkozy, grand absent de ce meeting, trouver une place entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour n'est décidément pas gagné. Très bien. Alors, pour revenir sur le sujet, alors, le journal Marianne a titré « Meeting de Pécresse, sans doute l'un des plus mauvais discours de la Ve République ». Ahmed Edaraz, sur ce meeting, Pécresse n'a pas convaincu? N'a pas su convaincre ni les siens, ni les Français. C'est clair, net et sans appel. D'ailleurs, les premiers sondages l'expriment. En tout cas, ils sont catégoriques. Moins 7 points. C'est du jamais vu. Du jamais vu, et c'est très regrettable, parce que moi j'espérais de tout cœur que Emmanuel Macron puisse avoir une adversaire avec lequel il allait avoir une démocrate. Et aujourd'hui, ce que je regrette très profondément, c'est cette course à l'échalote, cette course derrière l'extrême droite, avec des propos qui sont abjects, avec des propos qui ne sont pas qualifiables en fait. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de peine de voir cette droite qui s'est décomplexée et qui aujourd'hui est prête à tout, y compris à aller avec cette extrême droite et utiliser les mêmes langages, avec les mêmes mots, les mêmes langages, les mêmes outils que cette extrême droite. Et ça, c'est vraiment, ça fait beaucoup de peine. Et je vais vous dire, c'est là où on a bien vu, et aujourd'hui, c'est là où on comprend que cette fameuse digue, elle a commencé à se fissurer.
Et vraiment, j'en appelle à cette droite républicaine. On sent la porosité entre l'extrême droite et la droite aujourd'hui. Elle est évidente. Elle est évidente. Et d'ailleurs, je crois que c'est le sens de votre question. Qu'en sera-t-il de Zemmour ensuite? Aujourd'hui, je pense que Zemmour n'attend que la fin de l'élection pour essayer de reconstruire cette droite extrême, cette droite dure autour de lui. Et c'est pour ça que je souhaite très franchement que Valérie Pécresse se ressaisisse, se reprenne de la hauteur, mais revienne dans un courant, une idéologie d'hommes et de femmes de droite. Les fondamentaux républicains. Mais totalement, totalement. Je les regrette. J'en suis attristé parce que ça veut dire que cette droite-là, elle n'a plus de digue et plus de limite avec l'extrême droite. Et ça devient inquiétant. Alors, c'était le Titanic. Christelle Esclangon, vous trouvez que Valérie Pécresse est mauvaise comédienne? Et est-ce qu'il faudrait faire de la comédie pour faire de la politique? En fait, c'est une double question. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une mauvaise comédienne, mais je crois que elle n'essaye pas. Elle essaye d'incarner un personnage qu'elle n'est pas en fait. Et je pense que c'est ça son échec. C'est-à-dire, Thomas Legrand, ce matin sur France Inter, il a utilisé une citation d'Oscar Wilde qui était vraiment très juste, que j'ai trouvé très juste. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'elle essaye d'incarner un personnage qu'elle n'est pas. Et elle serait mal conseillée pour le coup? Moi, je pense que Valérie Pécresse, elle a juste oublié dans cette histoire qui l'avait élue dans cette primaire. Qui l'a élu dans cette primaire? C'est potentiellement tout un électorat qui a vu en elle la personne qu'elle était depuis des années, c'est-à-dire la personne de libre, qui à un moment donné avait quitté les LR, parce que justement elle reprochait aux LR cette part un petit peu extrême portée par Laurent Wauquiez à l'époque. Et justement, elle avait repris sa liberté en disant, moi, voilà, je vais mener mon combat, je suis une femme de droite, je m'assume, je vais mener ce combat. Et je ne mangerai pas de ce pain-là. Et aujourd'hui, exactement comme a dit mon voisin, on voit quelqu'un qui marche complètement sur des plaines-bandes de l'extrême droite, alors que ça fait des années qu'elle revendiquait... Conseillée par Éric Ciotti, pour le coup. Oui, mais alors ça faisait des années qu'elle se revendiquait de l'autre côté. Donc on ne comprend pas, en fait. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc elle va sur les plates-bandes de l'extrême droite, et moi je vais vous dire, enfin, je serai dans cet électorat-là, ce qui n'est pas mon cas. Je me dirais, quitte à avoir de l'extrême droite, je vais prendre l'original, je ne vais pas prendre la copie. Alors, et donc, du coup, Christelle, si vous permettez, vous qui êtes justement membre des Femmes démocrates, nous avons entendu Valérie Pécresse se victimiser sur son statut de femme et qui laisse entendre que si ça avait été un homme, on n'aurait pas tenu les mêmes propos, on n'aurait pas eu la même attitude. Est-ce que vous trouvez que, justement, cette féminité a bon dos, pour le coup? Oui, là, je trouve... Autant je pourrais la défendre à plein de moments, parce que c'est vrai qu'être une femme en politique... C'était pas de la misogynie. Au stade où elle en est, c'est certainement... Elle a dû mener ce combat certainement plusieurs fois dans sa vie politique, c'est indéniable. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est un petit peu fort d'utiliser cela pour se dédouaner d'avoir un petit peu manqué son rendez-vous lors de ce meeting. Non, je ne crois pas que ce soit un problème de machisme. S'il y avait un problème de machisme, elle n'aurait pas été grande gagnante de cette primaire. Donc je pense que, en tout cas les adhérents LR, puisque c'est eux qui ont voté, lui ont fait confiance et se sont dit à un moment donné, on imagine cette femme présidente de la République. Donc non, je ne crois pas que ce soit une histoire de machisme, je ne crois pas. Je crois qu'effectivement, elle a loupé ce rendez-vous parce qu'elle n'a pas été femme, justement. On attendait d'elle qu'elle soit une candidate féminine. Le ton grave, un petit peu... Elle a utilisé tous les codes du... de Gaulle. Oui, voilà, elle a utilisé tous les codes du meeting extrêmement masculins. Les drapeaux, cette entrée, comme ses prédécesseurs le faisaient avant, les bras levés... Mais qu'est-ce qu'elle voulait prouver? Qu'elle était capable d'appuyer sur le bouton nucléaire, c'est ça? Oui, je pense qu'effectivement, enfin en tout cas, les gens qui l'entourent ont certainement dû dire il faut que tu apparaisses masculine, crédible, forte, voilà, un petit peu ce qu'on attend aujourd'hui. Parce qu'il ne peut y avoir qu'un président et pas de présidente, pour le coup. C'est un petit peu ça. En tout cas, dans ses adhérents peut-être, et elle s'est méfiée de ça, et je pense que c'est un tort. Je pense que justement, elle avait montré depuis quelques années justement qu'elle menait son chemin, qu'elle faisait ses choix, qu'elle était à la hauteur de l'enjeu. Et je trouve là dommage qu'elle ne prenne pas cette voie-là. Bon, après, je ne suis pas sa conseillère personnelle, donc...
Alexandre Guillemot, justement, un meeting qui laisse des doutes. Vous n'avez pas peur, justement, vous qui soutenez Valérie Pécresse, vous n'avez pas peur, justement, que tous les modérés, les centres droits, ne se reconnaissent plus, justement, dans cette ligne un petit peu à droite. Et en même temps, je vais vous poser la deuxième question, tous ces identitaires qui sont encore chez les LR et qui, pour le coup, seraient tentés par le vote Zemmour et qui seraient tentés de le rejoindre. Ça sera un drame pour la droite ? Il faut que Valérie Pécresse sorte de son discours d'extrême droite. Ne récupère pas les mêmes mots. C'est une erreur qu'elle a faite, c'est qu'elle a récupéré les mêmes mots. On préfère l'original à la copie ? Toujours, bien sûr. Donc il faut que Valérie Pécresse aille sur son propre chemin. Elle a deux jambes dans cette campagne. La jambe des LR, mais aussi la jambe des centristes avec l'UDI et les centristes. Donc il faut aussi qu'on parle de pouvoir d'achat, de solidarité, d'Europe, d'industrie, de sujets qui touchent les Français au Et on quotidien. entend les centristes dans ce courant. Bien sûr, ils sont présents à ses côtés. Le résultat, on ne le voit pas encore. Mais après, c'était le premier meeting. Attendons encore, on n'est que le 18 février. Je voudrais juste dire une chose, c'est que je ne crois pas que tous les centristes soient au rendez-vous, ou en tout cas soient derrière aujourd'hui Valérie Pécresse. Aujourd'hui, on voit... Ils sont partagés entre Emmanuel Macron et Valérie excusez-moi, mais Pécresse. on voit beaucoup de centristes appeler au vote Macron parce qu'ils ont bien compris que d'abord, ils étaient respectés, et puis ils étaient entendus, et qu'ils n'avaient jamais de mauvaises surprises avec Emmanuel Macron. Donc je ne peux pas penser 30 secondes qu'on puisse aujourd'hui dire que tous les centristes sont derrière Valérie Pécresse. D'ailleurs, ce matin, je rencontrais un parlementaire, pour ne pas le citer, un sénateur, qui disait qu'il serait derrière Emmanuel Macron et qu'il appellerait à voter Emmanuel Macron. Je n'ai pas dit qu'il y avait tous les centristes derrière Valérie Non, mais Pécresse. c'était juste Je parle de une l'UDI clarification. et du qui parti était bonne. Les Centristes, c'est son nom. Oui, non, mais D'Hervé quand même, Morin. je veux juste- Hervé Morin, voilà. Oui. Donc, ces deux partis ont décidé de soutenir Valérie Pécresse. Il faut donc que Valérie Pécresse puisse aller dans ces thèmes qui ont été proposés par l'UDI, dont je fais partie, et par le parti de Hervé Morin. Mais est-ce que ça ne vous dérange pas, très franchement, aujourd'hui, vous qui êtes des vrais démocrates, vous qui êtes des centristes, c'est-à-dire que vous qui êtes aujourd'hui dans la volonté d'avoir un débat apaisé, serein, dans le fait du fait que vous voulez une société beaucoup plus sereine, est-ce que ça ne vous dérange pas, très franchement, que d'avoir une candidate qui utilise les mêmes mots qu'un homme qui ne cherche qu'une chose, c'est le chaos de la France, la division et la haine? Oui, comme j'ai dit, c'est Non, une mais erreur vraiment, d'avoir utilisé les moi, je mêmes veux termes dire, que je veux l'extrême dire, droite. Le jour où mon parti court derrière le Rassemblement national ou derrière un candidat d'extrême droite, je le quitte immédiatement et j'appelle à le combattre. J'espère très franchement que l'homme que vous êtes, l'homme qui avait l'air en tout cas sain, dans ce que j'appelle sain, c'est quelqu'un qui a un côté apaisé, quelqu'un de plutôt sincère, qui aime la France. Très franchement, votre place, elle n'est pas aux côtés de quelqu'un qui fait qui utilise les mêmes mots et les mêmes propos que l'extrême droite. Votre place, Attendons un peu. elle est chez les démocrates. On n'est donc- que le donc 18, aujourd'hui, on vous n'est êtes que le 18 février. D'accord, ça me rassure. Ça me rassure que de savoir. Attendons que la campagne se Alors, je vais vous déroule. dire une chose. Je me réjouis d'entendre dire que vous avez des doutes et que potentiellement vous pourriez... Je n'ai pas dit ça. Non, en tout cas, c'est... J'attends que Valérie Pécresse utilise Alors, d'autres termes Je suis- et qu'elle aille aussi sur d'autres sujets, le pouvoir Alors, d'achat. on va la interroger solidarité. Christelle Esclangon, ça s'il n'efface... vous plaît. Excusez-moi, juste, ça n'efface pas ces propos qui sont quand même très scandaleux. Moi, je voudrais entendre Christelle Esclangon, justement, elle qui est centriste et qui a fait le choix d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, vous n'êtes pas peiné de voir ce centre, justement, partagé entre deux candidats, alors qu'il présente une vraie force? Oui, mais en même temps, l'UDI est historiquement un allié des LR. C'est vrai qu'ils se sont jamais tellement démarqués de cette position d'allié. Bon, ben, ils l'assument, mais je pense qu'effectivement, il doit y avoir des moments, et certainement au moment de ce meeting, où les dents devaient se serrer quand même. Parce que c'est vrai qu'elle a tenu des propos particulièrement forts en termes de théorie sur le grand remplacement, elle a même parlé de murs aux frontières de l'Europe. Enfin, elle est allée très très loin dans son propos
par rapport aux soucis de l'immigration. Donc c'est vrai que je pense que pour l'instant, ils l'acceptent, cette union, parce que ils se sont engagés dedans et que c'est compliqué déjà de partir, mais qu'effectivement, comme dit notre Alexandre, il faudra qu'à un moment donné, et j'imagine qu'elle va le faire, enfin j'espère pour elle, qu'à un moment donné, Valérie Pécresse recentre son débat, ça c'est sûr. Bien sûr, il faut recentrer le débat. Après, nous n'avons pas 2 candidats divisés au centre, nous n'avons qu'une candidate. Le président sortant n'est pas candidat ce jour. Donc oui, l'élection n'est pas vraiment lancée. Le jour où M. Macron sera candidat, peut-être que l'élection va être lancée et que de nouveaux thèmes vont aborder. Aujourd'hui, sur les plateaux, on remarque souvent la présence de l'extrême droite. Donc de ces sujets et de leurs idées. Mais Alexandre, ça ne vous gêne pas qu'on entende plus Ciotti que Jean-Christophe Lagarde, par exemple? Bien sûr, il faut un équilibre. Il faut trouver cet équilibre. L'équilibre ne se fait pas en 2 minutes. Donc il faut du temps. C'était le premier meeting, le grand meeting. Il y en aura sûrement d'autres. Il ne faudra pas attendre le 25 avril pour que vous preniez place au débat, quand même, parce que ça bien sûr que non. Quand même. La mesure va être faite, la mesure est en train de se faire. Donc, Valérie Pécresse marche sur 2 jambes. Il ne faut pas qu'elle l'oublie, et elle ne l'oublie pas. Elle va recentrer son discours sur d'autres sujets. Moi, j'attends qu'on parle de solidarité, d'Europe également. C'est aussi un sujet important, l'industrie. Le pouvoir d'achat, actuellement, c'est un domaine qui est cher à tous les Français, dont on a aussi envie de débattre et d'échanger. Très bien. Vous aviez quelque chose à ajouter, Ahmed et Daraz? Non, mais je crois que ça a le mérite d'être clair. Vous êtes en train de vous chercher, au même titre que cette droite centriste, parce qu'elle attend qu'Emmanuel Macron se déclare officiellement pour, je pense, aussi le rejoindre. Et c'est un petit peu ce que j'ai entendu ce soir, et je m'en réjouis. Pas le rejoindre. En tout cas, très franchement, vous pourrez pas lancer des débats. Oui, mais vous savez, avoir enfin un débat avec tous les candidats. Mais vous savez pertinemment que, étant donné que Valérie Pécresse va continuer à être à la remorque d'un homme qui s'appelle Éric Zemmour, et un coup à sa remorque à lui, et l'autre coup à la remorque de Marine Le Pen. Mais est-ce que vous n'avez pas tout intérêt justement à ce que Valérie Pécresse puisse réussir dans l'intérêt du débat démocratique pour avoir un débat sain entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, plutôt que d'avoir cette hémorragie à droite qui mènerait je vais vous dire, moi je suis de ceux qui souhaitent que la droite républicaine, la droite centriste puisse exister comme la gauche puisse exister, afin qu'il y ait un débat apaisé au sein de notre société. Mais c'est à eux de prendre cette responsabilité et de ne pas mettre de l'huile sur le feu et d'encourager l'extrême droite. Vous savez très bien que Emmanuel Macron s'est construit sur les ruines de la gauche et sur les ruines de la droite. Non, parce que les deux. Je suis pas d'accord avec vous. Ce paradigme. Je suis pas d'accord avec vous. Emmanuel Macron s'est construit sur un manque qui était sidérant un rejet d'une certaine classe politique. Exactement. On est d'accord. Et il a proposé. Ce sont ses propositions qui lui ont permis de gagner. Ce sont des propositions fortes, concrètes, qui étaient innovantes, qui étaient des vraies transformations social-démocrates et qui ont permis la transformation aussi qu'il a réussi. Aujourd'hui. Tout le monde prétend avoir des idées novatrices, d'avoir un bon programme pour la France. Ce que je veux dire, et vous avez compris le sens de mon propos, Emmanuel Macron a existé sur les ruines de la gauche et de la droite de par leurs échecs, et il ne peut en être autrement. C'est parce qu'aujourd'hui la gauche va mal et que la droite va mal qu'Emmanuel Macron est à ce score-là. Aujourd'hui, il a vampirisé les deux courants. Nous avons des gens de gauche et de droite en même temps dans un seul mouvement politique. Il rassemble. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je vous en prie. Sa force ne vient pas forcément du fait qu'il ait marché sur les ruines de la droite et de la gauche. Je crois que le pays est profondément centriste. Moi, je vais aller plus loin. Je crois que finalement, alors effectivement, depuis la Ve République, on essaye de nous cloisonner dans une dualité droite-gauche, mais je ne suis pas sûre de ça, moi. Moi, je pense que la France, elle est au centre. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, elle va naturellement vers ce quoi elle aurait toujours dû aller depuis très longtemps, depuis son histoire républicaine au moment de la Révolution française. Alexandre Guillemot, l'équilibre est au centre?
l'équilibre n'est pas tellement au centre. Les présidents de la Ve République sont quand même majoritairement de droite. À part Giscard d'Estaing était quand même centre droit, il n'y a pas de souci. La gauche, il n'y en a eu que deux. François Mitterrand et François Hollande. Donc l'équilibre n'est pas tellement au centre, plutôt centre droit, si on peut dire, droite. Mais pas tellement Oui, au les centre. territoires sont à droite, en effet. Les territoires sont à droite, pour la majorité. En 2017, à gauche, elle a été dévastée. À droite, les affaires sont sorties du candidat. Ça a quand même fait le bénéfice d'Emmanuel Macron. Il était un peu le seul dans le jeu de quilles. Donc c'est aussi facile d'arriver... De la même manière que François Hollande a profité justement des affaires DSK pour justement se hisser en tant que candidat légitime. Ah oui, au sein du PS, dans l'histoire en 2012, tout à fait, oui. Bien sûr. Mais en 2017, on n'était pas au sein d'un même parti. Là, c'était vraiment le Parti socialiste à gauche qui avait un président sortant qui ne se représentait pas. C'était assez fort. À droite, un candidat qui a eu des affaires judiciaires assez lourdes. Emmanuel Macron est arrivé ici. Il a récupéré des gens à gauche, des gens à droite. Il a fait Est-ce que c'est pas de bon sens, justement? Le bon sens, je ne sais pas. Est-ce que sont-ils présents pour des idées communes, des intérêts? Je ne sais pas. Ça pose des questions. Je veux poser la question à Christelle Esclangon. Justement, le général de Gaulle, à l'époque, après la Seconde Guerre mondiale, a créé un gouvernement d'union nationale, dans lequel il a englobé des ministres communistes, des ministres de droite. Est-ce que l'histoire bégaye et finalement on se retrouve à l'identique avec un président qui justement a des ministres de droite et des ministres de gauche? L'histoire bégaye toujours de toute façon, donc il faudra faire très attention justement par rapport à cette extrême droite qui arrive, parce que à partir du moment où les pays comme les nôtres sont en crise, vivent une crise économique, vivent une crise démocratique, de toute façon il y a des chances que l'extrême droite réapparaisse fortement à un moment donné, comme elle est apparue dans les années 20, au moment des crises économiques, des crises boursières qui étaient dues à l'après-guerre. Donc de toute façon, oui, l'histoire bégaye. Mais De Gaulle, oui, bien sûr, c'était déjà son intention. Hein. C'est pour ça que j'entendais... Il dépassait les clivages. Oui, bien sûr. Alors, c'était un contexte un petit peu particulier. On était au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Les communistes avaient été quand même une force très importante dans la résistance. Pas au départ, je tiens quand même à le dire. Mais une fois que... En 1941, quand il y a eu l'opération Barbarossa, effectivement, ils se sont vraiment impliqués dans la résistance. Et puis, mais il y avait aussi beaucoup des gens comme Jean Moulin, hein, c'était pas un communiste, c'était quand même un parlementaire de droite, un préfet. Un préfet qui a été il y avait vraiment une force résistante à droite dans les forces de Gaulle très importante. Donc je pense que lui, c'était un contexte différent. Donc là, il fallait sortir le pays de la guerre, qui avait quand même beaucoup souffert. Et cette coalition, c'était plus pour apaiser que véritablement un parcours politique vraiment réfléchi. Donc, d'ailleurs, ce qui s'en est suivi l'a montré, hein, ça n'a pas fonctionné. Et puis, derrière, voilà, De Gaulle a eu sa traversée du désert. Ahmed Darras, je vous laisse conclure sur le sujet. Je crois qu'au fond, on a tout dit. On a Emmanuel Macron qui s'est imposé dans le paysage politique parce qu'on était en crise politique. On n'avait plus personne, plus aucun parti politique qui n'arrivait à avoir une offre à la demande des Français. Et donc, du coup, de ce fait, Emmanuel Macron a remporté la mise parce qu'il y avait ce réel manque. Mais il l'a accompagné de vraies propositions, il l'a accompagné d'une ouverture totale, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais aujourd'hui, la réalité, elle est que aux côtés d'Emmanuel Macron, on trouve et des gens de gauche et des gens de droite, des écolos, des responsables politiques de quasiment tous les échiquiers politiques, hormis les extrêmes. Et ça, je crois que c'est important de le retenir. Parce que si ça n'avait pas été le cas, très franchement, qu'est-ce que ça aurait été dans une crise gilet jaune? Si nous avions eu un clivage sur le clivage et une haine qui répondait à la haine parfois, nous aurions eu un pays qui était automatiquement au bord d'explosion. Et je ne vais pas rajouter que l'intelligence de cet homme est aujourd'hui plus à prouver,
ce qui a démontré très franchement que c'était l'homme de la situation. Et c'est pour cette raison-là que je souhaite très franchement qu'il soit à nouveau président de la République pour 5 ans. Parce que la question, très franchement, Très brièvement, est-ce que, pour finir sur ce sujet. est-ce que Valérie Pécresse est prête à gérer le pays? C'est pas moi qui le dis. Ce sont ses amis, ceux qui la connaissent mieux que quiconque, qui disent que non. Donc, ne perdons pas de temps. Rassemblons-nous tous autour du président de la République, faisons-lui confiance, continuons avec un vrai chef qui nous l'a démontré, un vrai pilote, et je suis sûr que nous arriverons à un résultat bien meilleur que celui qu'il a eu au tout début de son premier mandat. Très bien, merci à vous sur ce sujet. Nous passons à l'insulte sur une plaignante. Alors la question, doit-on faire le ménage dans la police? On se retrouve après la vidéo. Un policier suspendu après avoir insulté une femme venue porter plainte pour agression sexuelle. Oui, c'est Mediapart qui a révélé l'enregistrement. Alors en fait, cette femme de 34 ans est venue porter plainte. Le fonctionnaire de police a voulu la rappeler par la suite. Et c'est par mégarde, le 5 février dernier, qu'il a laissé un message sur son répondeur. Ouais, je la rappellerai de toute façon, parce que là, elle tout jouer, je pense qu'elle me Bah évidemment, elle refuse la confrontation. Hein. C'est vraiment une pute, hein. Comme par hasard. Putain. Elle refuse la confrontation, en plus, la pute. Comme par hasard. En fait, c'était juste pour lui casser les couilles, hein. Je suis sûr. Ça dérange. Tu vois, je sais pas, mais la confrontation féminine, je sais pas, il lui arrive un truc comme ça. Là. Déjà, il faut demander au mec. Et après, elle va vouloir en fait une confrontation, histoire de lui couper la gueule encore plus sur l'émission, quoi. Et putain, ma grosse pute. Alors, nous avons entendu hein, le message odieux, justement laissé par erreur sur le répondeur, que je ne répéterai par respect pour nos téléspectateurs. Aujourd'hui, alors cet agent de police a été suspendu par le préfet l'Allemand. Vous n'avez pas peur justement, Ahmed Edaraz, de cette police qui justement, de ce problème d'accueil justement, de ces personnes qui sont fragiles. Je vais parler peut-être un petit peu des féminicides, des personnes qui arrivent dans un commissariat pour déposer plainte. Vous pensez qu'il y a un vrai problème? D'abord, le sujet est grave, lourd et important. Donc je ne veux pas que l'on rentre dans un jeu de propos qui pourrait amener à stigmatiser. Mais les mots, vous les avez entendus? Voilà. Bien sûr, Bien sûr. D'abord, j'ai une pensée pour les victimes, comme toujours. Une pensée pour ces femmes qui, aujourd'hui, trop nombreuses, font l'objet de victimes, de violences et sont victimes de violences conjugales ou parfois même autres. D'ailleurs, tout à l'heure, vous rappeliez que je serai candidat pour la 9e circonscription des Français d'étrangers. Dans mon programme, je porte un projet, c'est celui de la protection des femmes françaises qui sont établies hors de France, avec la création d'un numéro vert et avec, en plus, dédié aux femmes françaises établies à l'étranger, en lien direct avec le ministère des Affaires étrangères, et en plus, avec la possibilité qu'elles puissent être rapatriées gratuitement, immédiatement, elles et leurs enfants, et qu'elles puissent bénéficier de logements sociaux en France, métropole, donc, et loger dans des logements sociaux dans lesquels des associations de maires seraient partenaires. Et ensuite, je veux aussi leur permettre de bénéficier du RSA dès leur premier jour d'arrivée sur le territoire national. Donc la question des femmes battues, on la soutiendra toujours. Les femmes peuvent compter sur nous. Et d'ailleurs, ça a été la cause nationale du gouvernement. Donc les femmes battues, on s'en occupe, on continuera à s'en occuper et on les soutiendra coûte que coûte. C'est un sujet pour lequel, en tout cas, je me mettrai à disposition des femmes battues toujours pour les soutenir et les accompagner. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais je veux quand même rappeler des chiffres. En 2019, 23,7% de plus d'ouverture d'enquête de l'IGPN au sein donc de la police pour mieux contrôler la police. Est-ce qu'on ne doit pas avoir un institut indépendant? Alors, justement, moi je vais vous dire, il y a des propositions que l'on peut faire pour améliorer. Mais citez-moi 2 corporations, 2 pas 10, je vous en demande 2. 2 corporations aujourd'hui autant surveillées, contrôlées que la police nationale. Très franchement, je n'en connais pas. Je ne suis pas un pro-police à tout vent.
Je ne suis pas de celui qui va être omnubilé par une protection à tout va ou une défense de béni oui-oui. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est 1400 enquêtes qui ont été ouvertes au sein de l'IGPN en 2019. C'est plus 23,7% d'enquêtes qui ont été ouvertes. Donc on ne peut pas laisser croire aussi que la police des polices ne fait pas son travail, que la police est gangrénée de mauvais fonctionnaires de police. Attention à ce discours-là. Attention parce qu'on donne à ceux qui sont en réalité des anti-républicains, à ceux qui sont des anti-cohésion et communauté nationale, il faut faire très attention, il faut être très vigilant parce que en disant ça, mine de rien, on donne quelque part raison à un certain Éric Zemmour et à cette extrême droite. Parce qu'on crée une division, on crée chez certaines personnes des éléments de langage qui leur donneraient toujours raison, que chez la police, il n'y a que des racistes, que chez la police, il n'y a que des méchants, que chez la police, maintenant en plus ils sont anti-femmes. Mais vous pensez quoi justement ces îlotiers qui ont disparu à l'époque de Nicolas Sarkozy, qui justement a dit ces mots-là, que la police n'avait pas vocation à jouer au football avec les jeunes? Alors, ce lien social, il n'existe plus. Alors, le lien social, il faut continuer à le développer, et le gouvernement l'a fait, puisque... Entre la police-population. Alors, on a créé quand même plus de 10 000 postes de fonctionnaires de police, on a fait un vrai travail de terrain, on a mieux doté la police de nouveaux véhicules, d'autres véhicules vont arriver sur le territoire, on ne peut pas... Franchement, on peut reprocher tout ce qu'on veut à ce gouvernement, mais on ne peut quand même pas leur reprocher de ne pas avoir été pro-police, ou du moins de ne pas avoir accompagné la police à être mieux dotée en termes de matériel, etc. Il n'y en a jamais assez, et je l'entends, parce qu'une femme violentée, c'est déjà trop. Je le dis, c'est déjà trop. Mais attention à ne pas tomber dans cette caricature où tous les flics seraient des pourris. Et très franchement, je suis très à l'aise là-dessus. Très à l'aise. Je ne suis ni fonctionnaire de police, ni j'ai personne de ma famille qui est dans la police. Je suis un citoyen engagé et je peux entendre à l'inverse qu'il y a des situations difficiles parfois, qu'il y a des situations de dérapage qui sont à condamner, qui sont inacceptables. Et pour cela, l'IGPN est là. Elle doit être saisie chaque fois qu'il y a un dérapage. Mais vraiment, vraiment, continuons à accorder notre confiance à la police nationale. C'est un métier extrêmement compliqué. Beaucoup de fonctionnaires de police se suicident, beaucoup trop. Ça démontre aussi qu'à un moment donné, à force de leur taper dessus, eh bien, ils n'ont plus confiance en eux. Aujourd'hui, on a une police qui est en manque aussi d'amour de la part de sa nation. On les a applaudis, ces gens-là. On les a applaudis. Au soir des attentats et au lendemain des attentats. On les a applaudis, nous étions fiers de notre police. Et le lendemain, où nous avons enterré nos morts, on les a tous oubliés. Et on a commencé à leur taper dessus. Il ne faut pas oublier. Il faut, je pense, être intransigeant avec ceux qui tapent sur la police et en même temps être solidaire à l'endroit de ses fonctionnaires. Christiane Esclangon, je vous vois réagir. Non, simplement, vous partagez cet avis ? Je partage avec mon voisin l'essentiel de la vie. Simplement, je voudrais rajouter une chose, même si effectivement, il ne faut pas faire de ce cas une généralité. Hein. C'est évident que cette police, on est dans un état de droit et on en a besoin et on les soutient et leur rôle est très important. Simplement, il faut quand même que le gouvernement prenne en compte le fait que cette police, elle a besoin d'être formée. La société a évolué, c'est comme ça. Alors, pour information, la formation qui durait 8 mois a été étendue à 12 mois à la demande de Gérald Darmanin. Vous estimez que c'est suffisant ? Moi, je pense que c'est... Alors, en tout cas, pour tout ce qui est violence conjugale et puis les problèmes de mineurs, je pense que c'est même pas suffisant. C'est-à-dire que c'est des problèmes qui sont... On le voit d'ailleurs... Mais les chiffres de féminicide sont alarmants. Oui, mais c'est peut-être lié aussi... Alors ça, c'est évidemment, ça n'a rien à voir avec le sujet de la police, mais les féminicides sont malheureusement... on l'a dans dur. Ils sont quand même un petit peu liés. Vous permettez... Lorsqu'une femme, justement, est mal accueillie au commissariat, elle a tendance à ne pas vouloir revenir au commissariat et elle peut finir rouée de coups
voir. Exactement. C'est pour ça que je vous dis, je pense que la police a besoin d'être formée. En tout cas, les fonctionnaires de police qui s'occupent de ces cas-là, qui sont spécialisés pour accueillir ces femmes qui vivent ces drames, il faut qu'ils soient mieux formés. Il y a un malaise dans la police aujourd'hui? Non, c'est pas un malaise. La police subit ce que l'éducation nationale subit, ce que certains ministères subissent, c'est-à-dire un manque de formation. Il faut réinjecter des moyens pour la formation. La société évolue. Il faut que les principaux, les services publics principaux qui accueillent ce public qui a évolué soient formés pour l'accueillir le mieux qui soit. Alexandre Guillemot, justement, par rapport à cette police, vous avez le sentiment qu'elle n'est pas assez accompagnée? Moi, par exemple, à Nanterre, dans la commune où je suis élu, le commissariat de police nationale a créé une cellule dédiée aux violences faites aux femmes. C'est-à-dire, c'est une ligne, quand on arrive devant le commissariat, il y a un interphone dédié pour violences faites aux femmes, avec du personnel qui est qualifié, qui est formé pour recevoir ces femmes. Donc c'est plutôt des femmes qui accueillent des femmes? Alors je n'ai jamais eu l'occasion de les rencontrer, mais ce sont des personnes qui ont été formées pour cela, notamment des psychologues, des personnes qui écoutent. C'est aussi des femmes ont besoin d'être écoutées. Donc il faut créer des cellules de personnes formées, en effet, au sein de plusieurs commissariats tout en France, pour que les femmes ayant ces violences puissent être accompagnées par des personnes qui ont été formées, qui ont les bases, qui ont une écoute, une oreille, qui ont aussi toute la psychologie pour répondre à ces personnes et utiliser les bons mots, les bons termes. Alors moi, je vais utiliser un mot fort, les brebis galeuses. Quand on entend cet enregistrement de cet agent de police qui a tenu des propos, on peut le dire, odieux, vous partagez tous ce mot, odieux, est-ce qu'on doit les sanctionner? Bien sûr, tout doit être sanctionné. Bien sûr. Dès qu'une personne sort du cadre, il faut une sanction, c'est logique. Mais il ne faut pas non plus jeter l'opprobre sur toute la police nationale. Comme partout, dans tous les domaines, il y a toujours des personnes qui dérivent un petit peu, il faut les sanctionner, et il ne faut pas jeter l'opprobre sur toutes les forces de police nationale qui font un travail remarquable, comme l'a dit mon collègue, et qui font jour et nuit, qui sont à notre disposition pour notre sécurité. On les a applaudis il y a quelques années, vous avez parfaitement raison. Continuons à les applaudir, parce que c'est un travail qui est difficile à faire dans des conditions qui sont aussi difficiles. Christelle Escongon, justement, la sécurité ne va pas sans la liberté. Les deux sont liés. Ah, les deux sont liés. C'est-à-dire que si nous voulons profiter au maximum de nos libertés, il faut assurer notre sécurité. Moi, je suis professeur des écoles, je le vis dans ma classe tous les jours. On ne peut pas permettre à des élèves de vivre ensemble et d'apprendre si on ne met pas un cadre. Bien, je crois que notre société a besoin du même cadre. Donc le sujet de la police n'est même pas un sujet, c'est une évidence. Après, effectivement, il peut y avoir des dérives. Il faut sanctionner les dérives. Là-dessus, Gérald Darmanin, s'il a sanctionné ce policier, il a eu parfaitement raison. Très bien. Ahmed Edaras. Je veux juste ramener quelques éléments d'information. On a quand même donc le préfet allemand qui a saisi les GPN, on a le parquet qui a été saisi, on a un moment fort, c'est le ministre de l'Intérieur qui a condamné en disant très clairement qu'ils n'avaient plus leur place dans la police. Donc je crois que tout l'étau s'est resserré en tout cas. Et en tout cas, voilà. Il faut, comme je le disais tout à l'heure, ne pas jeter le bébé avec l'eau de même. Très bien. Nous passons au sujet suivant. Défection au RN. Zemmour est-il le nouveau leader de l'extrême droite? Je vous propose de regarder la vidéo. La campagne pour l'élection présidentielle, la nouvelle tempête au Rassemblement national, une élue marseillaise du RN choisit de donner son parrainage à Éric Zemmour. Et c'est peu dire que l'initiative a déplu. Pour sa défense, Sophie Grech affirme qu'Éric Zemmour doit faire partie de la campagne présidentielle. C'est une démarche démocratique, dit-elle, tout en réaffirmant sa volonté de rester au Rassemblement national. Impossible et impensable pour Marine Le Pen, la présidente du RN et candidate à la présidentielle, était l'invitée de Punchline sur Europe 1 hier soir. Elle donne son parrainage à Zemmour alors même qu'elle avait promis de me l'accorder, qu'elle a signé une promesse, un engagement de promesse de parrainage. Elle effectue donc là un parjure et elle le fait alors même qu'elle sait que nous n'avons pas les parrainages au moment où je vous parle et que c'est pour nous un très vif sujet de préoccupation. Je trouve que c'est encore une fois absolument indigne de sa part. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On a une morale ou on n'en a pas. On a un honneur où on n'en a pas. C'est un peu comme l'amour des Français, ça s'apprend pas.
Elle sera exclue du Rassemblement national? Ça me paraît être la moindre des choses. Bien entendu, elle sera également exclue du groupe. Ça me paraît la moindre des choses. Marine Le Pen dans l'émission Punchline sur Europe 1 hier soir, présentée par Laurence Ferrari. Ahmed et Daraz, vous allez comprendre la malice dans mon propos, les Rakit Le Nevir. Tati Daniel n'est pas contente. En tout cas, Tati Le Pen n'est pas contente. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est le bal chez eux. On bascule d'un pont d'extrême droite d'une rive à l'autre, en réalité. Mais c'est au fond le même packaging, le même produit. Est-ce qu'elle n'a pas cherché à rendre son parti un peu plus fréquentable en excluant toutes les personnes qui justement étaient des anciens skinheads et autres, et justement à vouloir rendre lisse cette image-là? Elle a cherché à rendre lisse. Du coup, est-ce qu'elle n'a pas perdu un certain électorat? Elle a repeint la devanture de la boutique. C'est ce qu'elle a fait, Marine Le Pen. Elle a simplement repeint, elle a changé l'ameublement de l'intérieur, mais elle a gardé exactement la même idéologie. Elle a gardé, au fond, dans le stock, les mêmes sauf produits. que les gens maintenant passent devant la devanture et passent chez Zemmour, parce que lui a un discours beaucoup plus radical. Oui, alors attention, moi je vais vous dire une chose. Il faut quand même se méfier d'une chose. C'est, je me doute que vous vous rappelez du vote secret de Le Pen, ce fameux vote que les gens cachaient, qui ne voulaient le vote jamais, de la honte. Le vote de la honte, exactement. C'est de celui-ci que je parle. Et vous savez, je ne suis pas sûr qu'il n'existe pas l'endroit d'Éric Zemmour. Donc c'est pour ça qu'il va falloir être très vigilant, faire très attention, parce que, comme Jean-Marie Le Pen, Éric Zemmour va bénéficier probablement de ce vote de la honte. Et il est caché, il est sous-marin, il est souterrain, et il peut être fatal. Dans les sondages, les gens n'avouent pas soutenir Éric Zemmour, mais ne se gênent pas à le faire dans l'isoloir. C'est le danger. Ou ne le ferait pas. C'est le danger, et c'est pour cette raison-là que je suis très inquiet. Parce qu'en réalité, on sent bien cette tension, et d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette droite qui court derrière l'extrême droite, parce qu'elle sent bien que la société s'est droitisée sur le fait de certains nombres de sujets. Alors, il faut toujours taper un peu plus sur les musulmans, et puis taper un peu plus sur les minorités, et puis taper un peu plus sur les précaires. Donc, c'est toujours cette volonté. Donc, Marine Le Pen, aujourd'hui, elle arrive probablement à la fin de sa carrière politique. À mon avis, à la fin de l'élection présidentielle, elle va vouloir passer du temps à s'occuper des chats. Viendra ensuite derrière un nouveau Le Pen, parce que derrière Le Pen se cache toujours un autre Le Pen, qui voudra recomposer... La nièce. La nièce, probablement, qui voudra être, elle, recomposée autour d'elle, sauf que Zemmour... au lendemain de l'élection, on verra s'il est second ou s'il est troisième. C'est là aussi tout le débat. Est-ce que ce nouveau regroupement de cette droite dure, décomplexée, et parfois même cette droite, parfois même raciste, appelons un chat, va s'opérer autour de Zemmour, autour de la fille nièce Le Pen, je ne sais comment l'appeler. Mais en tout cas, voilà. On sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer pour le coup d'après, mais il faut être vigilant pour ce coup. Il faut être vigilant parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait le jour de l'élection en réalité. Christelle Esclongon, justement, par rapport à la déclaration d'Éric Zemmour, annonçant qu'il verrait bien Marion Maréchal, Premier ministre, il vampirise le Rassemblement national? Je crois qu'il vampirise rien, puisque pour moi, que ce soit Éric Zemmour ou Marine Le Pen, ils défendent exactement la même politique. Donc, simplement, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, justement. Je dirais que Zemmour, pourquoi est-ce qu'il arrive à prendre un petit peu plus d'ampleur par rapport à Marine Le Pen? C'est que, justement, il a balayé ce vote de la honte. Les gens n'ont plus honte.
Enfin, c'est frappant. Mais Moi, ils je n'ont dis, plus honte. les gens n'ont plus honte. Il a décomplexé la parole. Ça fait débat. Il a décomplexé le débat. Il va très loin dans la liberté d'expression. Ça, c'est clair. Eh ben, je crois que c'est ça qui attire. C'est je pense enfin, que... les gens qui ont cette idéologie se disent enfin quelqu'un qui dit tout haut là où ce je que vous nous rejoins, pensons. Ce côté lisse que Marine Le Pen a pris. Exactement. Et en fait, Marine Le Pen, depuis quelques années, essaye de prendre un côté lisse au moment où la société, elle, ne veut pas du lisse. Exactement. Dit, et je crois que c'est ça, en fait. Il existe quand même, selon moi, une partie de gens qui, parce que ils occupent une activité ou parce que ils ne veulent pas dévoiler leur vote, mais qui est un vote pour lequel ils souhaiteraient aller en direction de Zemmour, ne veulent pas le dire très clairement. Et moi, je vais vous dire, écoutez, très franchement, si tous les jeux sont posés sur la table, on aura l'occasion au moins d'avoir eu la connaissance. Ah, mais Deras, moi j'aurais bien voulu entendre Alexandre Guillemot sur ce sujet. Stéphane Ravière, unique sénateur Rassemblement National, qui part chez Éric Zemmour. Nicolas Bay, qui a été débarqué parce qu'il semblerait qu'il, j'emploie le conditionnel, qu'il apporte des informations au camp Zemmour. Ça devient compliqué au Rassemblement National. Mais Éric Zemmour, c'est la nouveauté. La nouveauté attire toujours. Bien sûr. Dans un magasin, quand il y a une nouveauté, tout le monde se jette dessus et délaisse l'ancien produit. Marine Le Pen est là depuis des années. Je ne suis pas dit obsolète, mais elle est là depuis des années. Elle est connue maintenant. On arrive à sa 3e élection. Éric Zemmour est tout nouveau en politique. C'est un peu le produit dont tout le monde parle en plus. La pub en est faite partout. Ça attire du monde. Après, Marine Le Pen qui arrête sa carrière politique après l'élection, je ne pense pas. Elle est encore jeune. Elle a de l'ambition. On verra, on n'y est pas encore. Mais que fera Éric Zemmour après l'élection? Est-ce qu'il va redevenir journaliste ou est-ce qu'il va rester en politique? Est-ce qu'il ne prépare pas Marion, Maréchal Le Pen? Ça, je ne sais pas. C'est une question. Je ne suis pas de ce camp-là, mais de toute façon, Marine Le Pen et Éric Zemmour, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. On est d'accord. N'oublions pas ça. Ah, oui. Donc, Éric Zemmour, qui devient le nouveau leader d'extrême droite, il est encore tôt pour en parler. Attendons la fin de l'élection et on verra les scores. Et après, ceux qui ont été avec Éric Zemmour sont peut-être uniquement à la recherche de postes ou de places, en imaginant gravir les échelons plus rapidement. Mais vous voyez bien aujourd'hui cette quête de fréquentabilité que Marine Le Pen a cherché à mettre en place depuis plus de 5 ans, jusqu'à changer le nom du parti dont elle a hérité de son père. On voit bien qu'il y a un ravalement de façade. Oui, bien sûr. On essaye justement de coller un peu plus vers la droite républicaine, ou en tout cas, on essaye de... Ça serait une droite républicaine Canada Dry. Elle cherche à aller draguer la droite, sauf qu'elle est d'extrême droite. Elle s'appelle Marine Le Pen. Elle n'a pas changé de nom. C'est un marqueur fort. Elle a le nom Le Pen. Son père était candidat. La famille Le Pen a une histoire. Elle ne peut pas l'ignorer, elle ne peut pas la cacher. Donc elle reste dans ses idées. Et les idées restent les mêmes. On ne change pas ses idées du jour au lendemain. Christelle Esclangon, pour finir sur ce sujet de cette percée de l'extrême droite, aujourd'hui avec des propos très très durs de Éric Zemmour, évidemment que pour le coup, lui crée la vague et les autres la suivent. Donc ça devient compliqué justement de chercher à présenter un programme apaisant pour la société qui aujourd'hui se fragmente. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit dans ses intentions de présenter un programme apaisant. Hein. Il fait je parlais des autres candidats, pour le coup. De tout le paysage politique qui, justement, aujourd'hui, entend ces thèses identitaires. Oui, bien sûr, mais c'est le danger d'ailleurs qui est étendu à Valérie Pécresse pour ne pas revenir sur le premier débat et dans lequel elle s'est engouffrée sans même y réfléchir, malheureusement. Donc on est bien d'accord, c'est un sujet majeur. Il ne faudra pas non plus l'éluder. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, s'il est réélu, ou un autre candidat, autre que l'extrême droite, faudra prendre en compte ce sujet des politiques d'immigration, des problèmes de la laïcité dans notre pays. C'est des sujets qu'il ne faudra pas éluder. Alors,
Mais justement, Maintenant, il ne faut pas cristalliser autour de ça, parce que ça ne représente pas non plus le quotidien de 80% des Français. Il ne faut pas exagérer. Et la façon dont, en tout cas, Éric Zemmour la met sur la table, suivi par évidemment Marine Le Pen, on a l'impression que les Français, tous les jours, en mangeant le matin, le midi, le soir, se disent il y a trop de musulmans, il y a trop d'immigrés. Et c'est faux. On sait très bien, on le voit dans les sondages, la première préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir faire plaisir à leurs enfants, est-ce qu'ils vont pouvoir changer leur voiture, est-ce qu'ils vont pouvoir payer leur facture d'électricité qui pose problème en ce moment. Elle est là, la réalité. Donc voilà, nous on attend ça d'un débat présidentiel. Et puis il faut un petit peu faire rêver les gens aussi. Parce que si on ne fait pas rêver les gens, on n'aura plus envie d'aller voter. Ça fait la part belle à l'abstention, ça aussi. Comment voulez-vous que des thèses d'Éric Zemmour fassent rêver qui que ce soit ? Ces messages anxiogènes minent la société. Mais oui, ça mine. C'est du Trumpisme bas de gamme. D'ailleurs, ils ont échangé cette semaine. Bah oui, mais je ne suis pas surprise. Ils pratiquent exactement la même politique. Et voter pour quelqu'un comme ça nous amènera la France dans exactement le même état que les États-Unis. Hein. Éric Zemmour veut jouer sur la peur des Français. Mais bien sûr. Il veut faire le buzz, oui, avec des petites phrases, des petits mots chocs. Tout à fait. Comme faire un mur autour de l'Europe, mais c'est ridicule. Mais tout tourne autour des musulmans, manifestement. Malheureusement, oui. Demain, allons faire un mur autour de la Suisse. Ils ne sont pas en Union Européenne. C'est ridicule. Il veut faire le buzz, il veut jouer sur la peur des Français. Et malheureusement, on parle beaucoup trop de lui, de ses idées. Allons sur d'autres sujets. Exactement. La présidentielle, comme a dit ma collègue, la présidentielle, ce sont des sujets du quotidien. Le pouvoir d'achat concerne l'ensemble des Français, de toute la population de notre pays. Parlons de ces sujets importants. Ma dernière question à Ahmed Darras, justement, par rapport à ces questions d'identité. Vous vous souvenez du débat sur l'identité nationale, qu'est-ce qu'être français? Est-ce qu'on n'a pas ouvert la boîte de Pandore? Je rappelle, c'était à l'époque de Nicolas Sarkozy. Hein. Oui, mais je pense que... Avec le ministère de l'immigration, exactement. Merci. L'identité nationale. L'identité nationale. C'est marrant que vous me disiez ça. J'ai eu la chance cet après-midi de m'entretenir avec Azouz Begag. Vous le saluerez, c'est un ami. Un monsieur que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, et qui m'appelait pour me dire qu'il était de passage dans ma ville natale. Et donc c'est un grand monsieur pour lequel j'ai beaucoup de respect. Mais qui a subi le racisme à l'époque où il était ministre. C'est pour ça que je fais allusion à lui aussi. C'est aussi pour dire que le racisme n'est pas forcément un racisme que seuls des gens qui seraient des CSP-. Mais il y a des débats qu'il faut s'interdire. Pardon ? Est-ce qu'il y a des débats qu'il faut s'interdire? Je vous parlais de la boîte de Pandore qui avait été ouverte justement sur l'identité nationale. Est-ce qu'on peut parler de tout? Je crois qu'il faut parler de tout, mais pas avec n'importe qui. C'est un petit peu comme l'humour. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Parce qu'il y a toujours ceux qui recherchent la création du problème. Vous savez, la création de cet ennemi intérieur. Le fait de vouloir toujours créer la cinquième division. Colonne. Voilà. Un petit peu, quand même. Donc, c'est pour cette raison-là que Nicolas Sarkozy, qui pose ce débat sur l'immigration nationale et sur l'identité nationale, ce n'est pas Zemmour qui parle de l'identité nationale. C'est pas la même chose. Il y a aussi des années qui ont passé aussi. N'oublions pas ça. Les mentalités ont changé. Voilà. Mais ce que je le débat était différent à l'époque. Maintenant, c'est devenu pire. Je vous rejoins là-dessus. Mais parce qu'il y a eu une radicalisation. Bien sûr. La radicalité est là. Parce qu'on sent bien qu'à un moment donné, à force... On la dénonce et on en fait, la radicalisation. Pardon ? La radicalisation, on la dénonce et on en fait un peu. Écoutez, je ne pense pas que le président de la République, très franchement, soit radical. Oui, non, mais on parle des gens qui se radicalisent aujourd'hui avec la radicalisation express, et vous comprendrez le sens de mon propos. Mais en même temps, on fait de la radicalité. Aujourd'hui, on montre du doigt une partie de la société sous prétexte qu'elle ne serait pas de la bonne origine ou pas de la bonne religion. C'est ça, faire société aujourd'hui? Oui, alors, c'est un petit peu aussi ce que je disais ce matin, je ne sais plus sur quel journal, cette jeunesse, justement, qui est issue de la diversité, qui est en train de faire un retour, une sorte d'alia au pays, cette jeunesse qui est en train de revenir. J'ai vu les chiffres qui étaient assez significatifs. Au Mali, où il y a une forte recrudescence de jeunes français d'origine malienne
qui sont retournés vivre au Mali, ou des jeunes qui retournent revivre au Maroc alors que leurs parents étaient partis de là-bas, ou de l'Algérie, ou de la Tunisie. On a un retour aux sources, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire aussi que cette jeunesse-là n'a peut-être pas trouvé sa place dans la société française, alors qu'elle est française, et qu'elle est pleinement française. Et là aussi, quelle place, quel débat pouvons-nous ouvrir autour de cela? Or, il faut faire très attention. Je crois que nous pouvons ouvrir des débats, peut-être pas la veille d'une élection de ce genre, parce que je sais combien ça pourrait être aussi explosif, cristalliser des haines et des colères. Donc je pense aussi que le temps du débat, c'est aussi un élément important. On ne parle pas de la même manière aux Français avant une élection qu'après l'élection. Tout simplement parce qu'on a d'abord quelque chose de très important. Les fake news. La tentative de déstabilisation de certains États. C'est, je pense, trop laissé de côté. Je le dis avec beaucoup d'alerte et beaucoup d'inquiétude. Je pense qu'il va falloir être très vigilant. Et là, je parle pour l'ensemble de l'échiquier politique. Parce que pour les fake news, ça sera un autre débat, ouais, si vous permettez, et je vous inviterai pour parler de ce sujet. Mais le temps fuse, et si vous permettez, nous allons passer au sujet suivant, à savoir cette gauche, Taubira et Hidalgo, qui sont lâchés par leurs proches. Alors la question est claire, est-ce qu'elles doivent abandonner? Tout de suite la vidéo. Le parti radical de gauche s'est mis en retrait de la campagne de Christian Taubira, pour la simple et bonne raison que ce parti s'était engagé à obtenir l'unité entre les partis de gauche pour entamer cette campagne présidentielle. Au jour d'aujourd'hui, force est de constater qu'il y a des éléments de la gauche française qui ne veulent pas de cette union. Du coup, c'est la raison pour laquelle le PRG s'est mis en retrait de cette campagne électorale au bénéfice de Mme Taubira. Cela étant... Alors, évidemment, sur ce sujet, nous parlerons de Christian Taubira, qui a été lâché par le Parti radical de gauche, puisque le président président du Parti radical de gauche, a déclaré qu'il laissait libre tous ces maires et conseillers départementaux régionaux, libres de soutenir le candidat qu'ils souhaitent. Et de l'autre côté, vous avez Anne Hidalgo, qui est lâchée par Ségolène Royal, qui préfère le vote utile de Mélenchon. Ça va mal à gauche, Christelle Esclongon? Ça va pas très bien à gauche, ça c'est indéniable. Maintenant, Christiane Taubira, elle est arrivée un petit peu dans cette élection en faisant un petit coup de poker. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle n'était pas véritablement... Il y avait un plébiscite pour elle, dans un premier temps? En tout cas, ils ont pensé que ça pouvait venir. Je ne suis pas sûre qu'ils l'étaient au départ, mais voyant cette gauche irréconciliable, ils se sont dit, et est-ce que si on ne fait pas émerger une tierce personne, ça ne va pas finalement permettre, permettre cette fusion qui, manifestement, Hidalgo et puis Jadot n'arrivaient pas à se retrouver auparavant. Donc en fait, ça a été un coup de poker. Bon, ça aurait pu fonctionner, hein. Elle a eu raison de le faire, parce que ça aurait pu vraiment fonctionner, redonner un souffle à cette gauche qui n'en avait pas vraiment et puis qui n'arrivait pas à se retrouver. Bon, ça n'a pas fonctionné. Elle est légitime comme candidate ou elle doit se retirer, Christiane Taubira? Elle a imposé une espèce de primaire populaire qui n'était voulue par personne. Elle est un petit peu... il y a eu 3 fois plus de votants que pour la primaire de droite et la primaire écologiste. Oui, mais en même temps, vous savez bien que ces primaires ouvertes à tout le monde, on ne sait pas qui vote. Est-ce que c'était vraiment des militants de gauche? Est-ce que c'est pas des jeunes LR qui sont allés un petit peu mettre leur point de vue dans une élection qui ne les regardait pas, ou d'extrême droite? Enfin, vous voyez, le problème, c'est que quand c'est ouvert aux 4 vents, on ne sait pas trop finalement qui va plébisciter qui et la valeur que ça a. Donc le problème, c'est qu'effectivement, elle a fait cette tentative. Ça n'a pas fonctionné. Oui, manifestement, aujourd'hui, je pense que... En tout cas, s'ils veulent passer les 5%, ils ont plutôt intérêt à réfléchir à qui devrait rester. Alexandre Guillemot, l'homme ou la femme providentielle à gauche existe? Si elle existe, elle n'est pas encore déclarée.
D'accord, elle n'est pas connue. Elle n'est pas encore connue, donc ils l'attendent sûrement. Elle n'est pas née. Mais en tout cas, les égos de certains va rendre compliqué cette mission de réunir tous ces partis qui sont un peu en morceaux depuis plus de 5 ans. Christiane Taubira est légitime, bien sûr, elle a été ministre. Bon, comme tout citoyen, elle peut se présenter. Après, pourquoi elle et pas une autre ou un autre, je ne sais pas. Oui, mais Alexandre Guimau, quand on voit que ça ne prend pas, la meilleure des choses, c'est de se retirer pour pas nuire à son camp. Bien sûr, il faut savoir faire un bilan parfois. Arnaud Montebourg l'a fait. Arnaud Montebourg l'a fait, il a arrêté. Il a vu que ça marchait pas, il a arrêté. Après la descente d'Ada pour l'histoire. A peut-être son ego qui lui dit non, continue. Elle a été candidate il y a 20 ans. Oui. Faut pas oublier qu'en 2002, elle a été soutenue par le PRG et était candidate. Donc elle a toujours eu cette volonté de se présenter à une élection présidentielle. C'est pas arrivé il y a 2 jours. Donc, peut-être que son ego lui dit continue, vas-y, essaye. Il lui reste 15 jours. Sur un malentendu, ça peut marcher. C'est ça, on va dire ça. Pour citer un peu du grand cinéma, il lui reste 15 jours pour trouver les signatures. Ça peut être compliqué pour elle. Après, une candidate supplémentaire à gauche va faire une division supplémentaire. Ils sont déjà bien divisés. C'est divisé pour mieux régner, mais là, ce sera divisé pour pas régner, surtout. Très bien. Ahmed Edaraz, justement, ce flou à gauche, à qui il profite d'abord? Je ne saurais le dire, très franchement. C'est un peu la cacophonie, c'est un peu compliqué à comprendre. On a Christiane Taubira, qui est cet objet volant non identifié dans le paysage politique depuis près de 30 ans. En réalité, elle va, elle vient. On a du mal à savoir réellement. On l'a sortie de sa retraite, hein, pour le coup. On l'a sortie de sa retraite, pour le coup. Effectivement, comme vous le rappelez, elle est revenue subitement. On ne sait pas par quelle magie, par quel hasard, mais elle est là. Elle a su aussi se réimposer au débat politique. Pour le coup, je pense qu'elle aurait pu être l'anti-Zemmour, effectivement, vraiment, être celle qui pouvait être dans le débat d'idées frontales. Elle n'a pas su, je pense, elle l'a fait trop tard, peut-être. Est-ce qu'elle est légitime ? Moi, je vais vous dire, moi, je suis très légitimiste, très légaliste, surtout. Je crois que si elle a ses 500 signatures, ben oui. Si elle ne les a pas, ben non, tout simplement. Quant à Hidalgo, ben, moi, je prends, pour avoir la métaphore, vous savez, quand on est chef d'entreprise, quand on va mal dans une entreprise, à la tête d'une société, on a 2 façons de voir la réalité en face des yeux. Soit on va voir son comptable en lui disant « Écoutez, ça va très mal, il faut aller réellement faire un dépôt de bilan auprès du tribunal de commerce », soit on attend que le liquidateur vienne taper à la porte. Voilà, et en réalité, j'ai un peu l'impression que le Parti Socialiste aujourd'hui attend que le liquidateur vienne taper à la porte. Mais, alors Christelle Escangon, justement sur cette question du Parti Socialiste, pour qui le candidat évident à gauche doit forcément être socialiste, on a changé de paradigme aujourd'hui, les gens ne veulent plus du Parti Socialiste. Bah, manifestement, alors est-ce qu'ils veulent plus du Parti Socialiste? J'en suis pas sûre. C'est surtout que, vous l'avez dit tout à l'heure, il manque une figure en fait, une figure de proue. Hein. Je crois que le Parti Socialiste souffre depuis quelques années déjà de pas avoir une personne qui représente véritablement ce qu'est le Parti Socialiste. Donc il se cherche au centre, il se cherche un petit peu à gauche et vraisemblablement c'est vrai qu'ils ont du mal à se retrouver et à savoir surtout sur quelles idées se poser, avoir une valeur forte, une idée forte sur laquelle ils puissent avancer. Puis je crois que l'électorat du Parti Socialiste est aujourd'hui chez Emmanuel Macron. Une partie. Oui, enfin, en tout cas une partie. Je crois que bien plus de 50% en tout cas, on rejoint Emmanuel Macron pour la simple et bonne raison. Comme un grand nombre de députés d'ailleurs. Parce que tout simplement aujourd'hui, ceux qui se retrouvaient dans l'idéologie de Strauss-Kahn, où les Strauss-Kahniens étaient assez social-démocrates, avec vraiment une vraie volonté de transformer la société. Ce centre-gauche. Ceux qui ont voté Bertrand Delanoë pendant des années, ceux qui étaient au fond aussi chez Jospin, les Rocardiens, ne se sentent plus représentés par ce Parti Socialiste-là, qui s'est recroquevillé, qui, lui, pour le coup, a tourné la tête vers l'extrême gauche aussi. Là aussi, il y a aussi une vraie problématique de ligne politique.
de stratégie et de programme politique. Alexandre Guillemot, justement, sur cette gauche, vous vouliez réagir? Oui, le Parti socialiste n'a pas de leadership depuis François Hollande, depuis 10 ans, ils ont gagné les élections présidentielles. Mais par contre, au niveau local, le PS reste implanté dans de nombreuses communes, de nombreux territoires. Il dirige encore des régions françaises, des départements. Donc le PS est pourtant présent au niveau local. Comme il y a beaucoup de villes communistes, et pour autant... Bien sûr, mais par contre, France Insoumise est très peu implantée au niveau local. Alors que Mélenchon est plus élevé dans les sondages qu'Anne Hidalgo. Donc il y a un décalage entre le niveau local et le niveau national. Les électeurs sont prêts à voter pour un parti au niveau local, mais ne suivent pas ce parti au niveau national. C'est assez étrange. Et ça pose des questions. Mais alors, justement, le Parti communiste qui s'est écroulé après 1981 avec la candidature unique à gauche, est-ce que, justement, je parlais tout à l'heure d'histoire qui bégait, est-ce qu'on ne se retrouve pas, justement, avec un Parti socialiste qui s'écroule à l'identique du Parti communiste il y a 30 ans de cela? Mais bien sûr, et moi j'ai une formation de chimiste à l'origine, donc 40 ans même. Comme on dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc le Parti communiste a dû se transformer en PS, puis se retransforme ensuite en Parti communiste. Il revient à ses sources. Le candidat du Parti communiste fait une campagne, il affirme son logo. Vous êtes sur une ville communiste, hein, je dois rappeler. Je suis élu face à des élus communistes, donc c'est des personnes que je connais, que je côtoie, dont je vois la politique au niveau local, au quotidien. Donc le candidat fait une campagne sur son logo, sur son nom, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans. Il y a 5 ans, le Parti communiste soutenait Jean-Luc Mélenchon. Donc la division, on en parlait tout à l'heure, elle s'est accentuée, mais au moins là, il reste droit dans ses bottes, il s'affirme, il fait sa campagne sur ces thèmes. Et François Roussel fait un peu campagne et dans les sondages monte de plus en plus. Vous y croyez? Vous croyez que le Parti communiste peut avoir un score honorable, plus que le Parti socialiste? Je ne suis pas du Parti communiste pour parler du score que j'espère. Mais vous êtes citoyen français. Mais par contre, vous pouvez avoir votre avis sur la chose. Selon moi, oui, le Parti communiste peut avoir un score plus fort que le Parti socialiste. Ça serait une revanche? Une revanche, je ne sais pas. En tout cas, ça montrerait les différences de mentalité. Le Parti communiste a mis un candidat du terroir. Le Parti socialiste a une candidate qui dirige Paris. Paris n'est pas la France. Christelle Esclongon, justement, Ségolène Royal qui soutient Mélenchon, alors qu'elle avait fait, à l'époque où elle avait été candidate face à Nicolas Sarkozy, avait été victime, enfin, ce sont ses propos, victime de misogynie, manque de soutien, et aujourd'hui, elle ne soutient pas une candidate femme. Vous qui, justement, êtes aux femmes démocrates et qui aspirez, justement, à ce que les femmes prennent pleinement leur place en politique, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un acte de trahison en direction des femmes? Alors après, je fais partie des femmes démocrates, mais il faut aussi... On salue Bouchra Sirsalan qui est la présidente, à nouveau. Mais c'est pas pour autant qu'il faut forcément défendre une femme si ça rentre pas dans nos convictions. Je veux dire, il faut quand même rester cohérent avec sa ligne politique. Donc Ségolène Royal, c'est pas un sujet pour moi, parce que c'est... elle pense au coup d'après? Elle pense au coup d'après. Je ne sais même pas si elle pense. Je crois que, très franchement, je ne veux pas... je vous en prie, mais très franchement, je crois qu'en réalité, Ségolène Royal recherche vraiment l'épaule. Oui. À ce moment, elle est en train de rechercher... Un strapontin? Oui. Non, je crois elle veut exister dans le débat politique, mais parce qu'elle a bien vu. Elle s'est présentée aux élections sénatoriales. Ça n'a pas du tout été le rendez-vous qu'elle espérait. C'était un cataclysme pour elle. Elle voulait être au perchoir, elle n'avait pas été élue députée. Oui, je crois qu'elle a voulu être partout. D'ailleurs, c'est pour ça que le président de la République l'avait bien compris. Il lui avait confié la mission des 2 pôles. Le pôle Nord. Je crois que malgré ce... Loin des yeux près du cœur. Je crois que... je sais pas, je ne vais pas parler à la place du président, mais je crois qu'en tout cas... malgré tout ce qui lui a été confié, d'abord c'est une femme pour laquelle j'ai beaucoup de respect, très franchement, parce qu'à un moment donné, ça a été quand même une des rares et une des premières femmes. Et sans doute qu'elle a rencontré beaucoup de pics politiques sur ça. Et à l'inverse, tout à l'heure nous parlions de machisme que Valérie Pécresse aurait pu subir. S'il y en a bien une à la classe politique qui a subi du machisme, on peut être tous autour de la table d'accord, c'est bien Ségolène Royal. Donc là-dessus, on peut y rendre hommage.
Par contre, très franchement, aujourd'hui, elle a perdu la raison. J'ai un peu l'impression qu'elle se cherche. Elle est en train de vouloir exister à tout prix dans ce débat parce qu'elle n'a pas trouvé sa place, parce qu'elle n'a pas d'existence par ni un programme, ni par un candidat qui puisse lui avoir confié une mission assez forte. Donc, elle a trouvé cette idée-là. Bon, ça peut s'entendre. Alors, sur Ségolène Royal, juste vous rappelez une phrase qu'Arnaud Montebourg a dit au sujet de la candidate Ségolène Royal. Mais si Ségolène Royal devient présidente, qui va garder les enfants? C'est de la misogynie. Oui, c'est très choquant. Oui. Enfin, Oui. Honnêtement, je trouve qu'en 2022, tenir encore... Enfin, ça date pas de 2022, ces propos-là, j'imagine. Donc les enfants ne gardent pas les papas ne gardent pas les enfants, ils ne vont pas les chercher à l'école. Non, mais je crois que ça parle même pas en tant qu'enfant. Ça ne rentre pas en ligne de compte. Si une femme aujourd'hui a envie de se lancer en politique et d'aspirer à être candidate à la présidence de la République, enfin, moi, ça me sidère toujours. Pour une femme, on parle des enfants, et pour un père, alors lui, il n'a pas d'enfants à les chercher à l'école. Pourquoi on en parle lorsque c'est une femme? Pourquoi on n'en parle plus lorsque c'est un homme? Il y a un vrai combat mené. J'allais dire, la vie familiale, elle se mène à deux. Être papa, être maman, c'est aussi important l'un que l'autre. Donc voilà, si une femme aujourd'hui fait le choix de se positionner pour arriver à une telle échéance électorale, on ne doit pas se poser la question de ses enfants. J'imagine qu'elle y aura pensé. J'en suis même sûre qu'elle y aura pensé. Comme un papa, certainement, il pense aussi. Parce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron n'avait pas d'enfants, mais j'ai envie de dire un président qui avait des enfants, j'imagine... Enfin, tout homme qui se lance en politique, comme toute femme qui se lance en politique... Mitterrand a même eu une fille cachée. Bah oui. Non, mais je veux dire, quand on se lance en politique, que ce soit un homme ou une femme, forcément, on en parle avec son conjoint. Forcément. C'est des arbitrages de vie. C'est tellement chronophage comme mission quand on veut être élu, que forcément on en parle à son conjoint. C'est pas une histoire d'homme ou de femme. Pour Ségolène Royal, je pense qu'elle a bien parlé avec son conjoint, avec François Hollande. On avait à sûrement l'époque. parlé à Et l'époque. quand François Hollande s'est présenté, je finirai par ça, on ne parlait pas On de s'est ses pas posé enfants. la question de qui... Il n'y avait pas de question Exactement. sur ce sujet-là. Non, mais bon. Ça sera le mot de la fin, ça sera un dur combat que de la condition de la femme en politique. Et on vous fait confiance, Christelle Esclangon, justement pour porter la voix des femmes en politique. Je tenais à vous remercier de votre Ce qu'il faut dire, la seule chose qu'il faut la moitié dire, de la société est une femme. c'est que les femmes, il faut qu'elles se choisissent et qu'elles n'attendent pas d'être choisies. C'est ça. Eh ben, On va tout résumer en on une se quitte phrase. sur ce mot qui est plein de belles choses. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.